Il y a des rockstars qui meurent jeunes et deviennent des légendes. Et puis, il y a Ronnie Wood. À 78 ans, il devrait être mort depuis 40 ans. L'héroïne, l'alcool, 2 cancers, des violences domestiques, des relations toxiques, et pourtant, il est toujours là. Mais la vraie tragédie? Les Rolling Stones, ce groupe qu'il a rejoint en 1975, l'ont traité comme un mercenaire jetable pendant presque 20 ans. Aujourd'hui, il brise enfin le silence. Avant de plonger dans cette histoire déchirante, abonnez-vous à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer à révéler les vérités cachées derrière les légendes du rock. Activez la cloche, car ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Vous connaissez Ronnie Wood, le guitariste des Rolling Stones avec son sourire facile, ses costumes étincelants, ce son de guitare reconnaissable entre mille. Il était le gentil du groupe, le médiateur entre Mick et Kiss, celui qui semblait toujours s'amuser. Mais derrière ce masque se cachait un homme en train de se désintégrer. « Franchement, je ne devrais pas être vivant », dit-il aujourd'hui. Et ce n'est pas une blague de rockstar, c'est la vérité brute d'un homme qui a dansé avec la mort pendant des décennies. Parce que l'histoire qu'on ne vous raconte pas, c'est que Ronnie Wood a construit sa vie sur les cendres d'une tragédie qui l'a hanté toute sa vie. Une tragédie qui a commencé en 1964, la veille de son anniversaire, quand sa petite amie est morte dans un accident de voiture. Il aurait dû être avec elle, mais il n'y était pas. Et ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui. Quelque chose qu'il a passé 50 ans à essayer de noyer dans l'alcool, la cocaïne et l'héroïne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Secret Stars compte sur votre engagement pour continuer à dévoyer ces histoires que personne d'autre n'ose raconter. Mais ce qui rend l'histoire de Ronnie encore plus cruelle, c'est que lorsqu'il a rejoint les Rolling Stones en 1975, le groupe qui allait devenir sa famille pendant près de 50 ans, ils l'ont traité comme un mercenaire. Pas de royalties, pas de part dans les droits d'édition, juste un salaire à la tournée. Pendant presque 20 ans. Imaginez jouer sur des albums qui rapportent des dizaines de millions, tourner devant des millions de fans et être payé comme un musicien de session. C'était la réalité de Ronnie Wood dans les Rolling Stones. Et aujourd'hui, à 78 ans, après 2 cancers du poumon, 8 cures de désintoxication et une transformation miraculeuse, il raconte enfin toute la vérité. Une enfance sur l'eau et dans le chaos. Pour comprendre Ronnie Wood, il faut remonter à 1947, à Islington, dans l'ouest de Londres. Il est né dans une famille qui n'était pas simplement ouvrière, elle était liée aux rivières. Pendant des générations, les Wood avaient vécu comme bateliers, transportant des marchandises à travers les canaux d'Angleterre. Ronnie les appelait les gitans de l'eau, une expression chargée de prière mais aussi de rudesse et d'instabilité. Ses parents, Arthur et Elizabeth, furent parmi les premiers de la lignée à s'installer définitivement sur la terre ferme. Mais le passage du flottant au fixe n'apporta aucune stabilité. La maison de l'enfance de Ronnie était un logement social exigu où il partageait l'espace avec ses 2 frères aînés, Ted et Art. Tous 2 étaient musiciens et artistes en devenir, et ils transformèrent le salon en un sanctuaire créatif, chaotique, au milieu de la misère de la classe ouvrière. C'était comme un dortoir d'école d'art au milieu d'une cité HLM, se souvient Ronnie. La musique était partout. Son père jouait dans un orchestre d'harmonica. Art rapportait des disques de jazz et des carnets de croquis. Ted initiait Ronnie au blues et au rock'n'roll naissant. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer à révéler les vérités cachées derrière les légendes du rock. Activez la cloche, car ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Mais derrière cette créativité bouillonnante se cachait le dysfonctionnement. L'alcool faisait partie du quotidien familial. Ronnie dira plus tard que les hommes de sa famille buvaient comme si c'était l'oxygène. Son père s'évanouissait régulièrement dans des jardins inconnus après des nuits du pub. À l'époque, ce comportement semblait normal, mais il semait les cendres d'une addiction qui allait consumer Ronnie pendant des décennies. La tragédie qui a tout détruit. Puis survint l'événement qui marqua Ronnie plus profondément que n'importe quelle tournée des Rolling Stones ou scandale de rockstar. En 1964, la veille de son anniversaire, sa petite amie Stéphanie de Courcilleux fut morte dans un accident de voiture. Il aurait dû être avec elle, mais il n'y était pas. Et ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui. Quelque chose qu'il a passé 50 ans à essayer de noyer dans l'alcool, la cocaïne et l'héroïne. Les Faces. La débauche comme mécanisme de survie. Quand Ronnie rejoignit The Faces à la fin des années 1960,
il était déjà émotionnellement brisé. Sur scène, il était assurance et charme. En coulisses, il perdait le contrôle. Lui et Rod Stewart devinrent les meneurs du groupe le plus débauché de Grande-Bretagne. Leur tournée était tristement célèbre. Chambres d'hôtel saccagées, bétail introduit en douce dans les chambres. Beuverie si extrême que la chaîne Holiday Inn finit par bannir tout le groupe. On ne faisait pas la fête, dira Ronnie des années plus tard. On survivait au chaos en y jetant de l'essence dessus. Abonnez-vous à Secret Stars maintenant pour ne manquer aucune révélation. Votre engagement nous aide à continuer ce travail d'investigation indépendant. Mais derrière l'assurance se cachait un homme qui commençait à se noyer. La cocaïne devint une habitude quotidienne, le scotch aussi, les femmes aussi. Il disparaissait pendant des jours en virée, revenant avec les jointures ensanglantées, les poches vides et des histoires qui ne tenaient pas debout. L'ironie, son talent ne vacilla jamais. Il jouait avec une précision chirurgicale, même lorsqu'il tenait à peine debout. « Je devais être défoncé pour me sentir normal », avoua-t-il des années plus tard. « Si je ne buvais pas, je tremblais. Si je ne consommais pas, je paniquais. La scène était le seul endroit où je n'avais pas l'impression de me disloquer. » L'humiliation silencieuse des Rolling Stones. Alors que Mick Jagger l'invita à rejoindre les Rolling Stones en 1975, ce ne fut pas un rêve devenu réalité, c'était une extension de la folie. Ronnie était déjà en chute libre, le groupe lui a simplement donné plus d'espace pour descendre. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Ronnie a rejoint les Stones en 1975, mais il n'est pas devenu un membre à part entière avant presque 2 décennies. Pendant 10 ans, presque 20 ans, il a été payé à la tournée ou au projet, sans aucune part des droits d'édition qui rapportaient des millions. Il a joué sur des albums devenus légendaires, Black and Blue, Emotional Rescue, Tattoo You. Il a tourné avec eux à travers la folie de la fin des années 70 et l'explosion des années 80. Et pourtant, il est resté en marge du cœur financier du groupe. « J'ai fait mon apprentissage », dira Ronnie dans une interview en 2017. « J'étais trop poli pour demander. Quand je l'ai finalement fait, Keith m'a dit « Ceux qui ne demandent pas ne veulent pas ». C'était la règle du jeu. Si cette histoire vous choque, abonnez-vous à Secret Stars. Votre soutien nous permet de produire plus de contenu révélateur comme celui-ci. Mais le véritable prix à payer ne se rabat pas seulement sur le plan financier. C'était sa santé mentale. Les Rolling Stones étaient un véritable nid de vipères à cette époque. L'amitié entre Mick et Keith se fissurait sous le poids de la célébrité et de l'ego. Leur dispute était légendaire. Les drogues, en particulier l'héroïne et la cocaïne, étaient traitées comme de la caféine. Ronnie, déjà dépendant, s'enfonça encore davantage. La fraternité brutale avec Keith Richards. Sa relation avec Keith devint un mélange étrange de fraternité, de mentorat et d'agressivité de survie. Keith, longtemps perçu comme l'homme le plus indestructible du rock, jouait souvent le rôle de l'exécuteur. Lors d'une tournée, Ronnie consommait du freebase avec une autre femme alors qu'il était marié à Joe Wood. Keith le découvrit, non pas à cause de la drogue, mais de l'infidélité, et frappa Ronnie violemment dans le visage. Keith pouvait tolérer l'héroïne, mais pas la trahison. Il avait un sens d'honneur étrange. Ronnie dira plus tard que faire partie des Stones à cette époque, c'était comme être piégé dans un immeuble magnifique en flammes. On ne voulait pas partir, mais on ne savait pas comment survivre à l'intérieur. Pourtant, il est resté loyal, épuisé et de plus en plus hanté. Pour Ronnie, ce furent 10 années d'épreuves d'endurance. Et, chose remarquable, il y a survécu. Mais les cicatrices, elles étaient permanentes. Chrissy Findlay, le premier mariage dans le chaos. La vie personnelle de Ronnie Wood ressemblait qu'à un avertissement, aussi explosif que la musique qu'il créait. En 1971, à seulement 24 ans, il épousa mannequin Chrissy Findlay, âgée de 16 ans. Son union tenait davantage de la course folle que d'un mariage stable. Un secret de polichinelle dans le monde du rock, où drogue, liaison et trahison mutuelle étaient normalisées. Chrissy faisait déjà partie de la scène mode et festive de Londres des années 60, connue pour ses relations avec d'autres musiciens célèbres. Le couple eut un fils, Jesse, mais la parentalité passait souvent au second plan face aux fêtes. Pensez à vous abonner à Secret Stars. Chaque abonnement nous donne la force de continuer à dévoiler ces connexions troublantes. Mais Chrissy et Ronnie luttaient tous deux contre de graves addictions. Leur vie domestique tournait autour des excès, des inconnus et du chaos.
Ronnie admettait ouvertement ses aventures extra-conjugales, dont une liaison notoire avec Patty Boyd, alors mariée à George Harrison. Cet enchevêtrement faisait partie d'un réseau complexe d'infidélité impliquant Clapton, Harrison, Boyd et Wood. Boyd confirma plus tard l'affaire avec Ronnie, soulignant l'ironie que tous ces hommes supposément amis se soient passés les mêmes femmes. Ce n'était pas seulement scandaleux, cela révélait le sentiment de toute puissance et les ravages émotionnels au cœur du vedettarisme rock des années 70. Chrissy et Ronnie finirent par se séparer, et elle s'enfonça davantage dans l'addiction. En 2005, Chrissy mourut à 50 ans d'une overdose officiellement jugée accidentelle. Son fils Jesse dut faire le deuil d'une mère loignée à un mode de vie que ses deux parents avaient autrefois défendu. Joe Howard, 30 ans de violence et de dépendance. La seconde tentative de mariage de Ronnie eut lieu en 1985 avec Joe Howard, alors mère célibataire de 30 ans et ancienne modèle, qui avait déjà attiré l'attention de plusieurs musiciens. Ronnie fut immédiatement séduit par son sens de l'humour et son refus d'être impressionné par sa célébrité. Il adopta son fils, Jamie, et ensemble, ils eurent deux autres enfants, Léa, née en 1978, et Tyrone, né en 1983. Mais en coulisses, la vie de Joe avec Ronnie était marquée par l'instabilité émotionnelle et un danger croissant. Au début, elle pensait pouvoir le réparer, l'aider à trouver la sobriété, être un père présent et laisser le chaos derrière elle. En lieu et place, elle s'y était entraînée. Rappel abonnement. Abonnez-vous à Secret Stars pour plus de révélations comme celle-ci. Votre soutien nous permet de faire plus de contenu révélateur comme celui-ci. Mais le mariage fut rythmé par des cycles de colère explosive et de réconciliation en larmes. Les beuveries et consommations de drogue de Ronnie devinrent de plus en plus difficiles à camoufler. Il pouvait disparaître pendant des jours, puis revenir en exigeant silence et pardon. Une fois, se souvient Joe dans des interviews, il entra dans une rage lorsqu'il réalisait qu'il n'y avait pas d'alcool à la maison et le menaça de le jeter de l'acide. Une autre fois, elle dut appeler la police après qu'il aurait saccagé des meubles dans une fureur alcoolique. « Je l'aimais », dira-t-elle des années plus tard, « mais je survivais avec lui, je ne vivais pas avec lui. » Ekaterina Ivanova, l'effondrement public. L'effondrement final survint en 2008 lorsque Ronnie quitta Joe brusquement et publiquement pour Ekaterina Ivanova, une serveuse russe de 19 ans qu'il avait rencontrée dans un club de Méphare. L'écart d'âge à lui seul déclencha une frénésie médiatique. Mais c'est la nature destructrice de leur relation qui choqua réellement le public. Des photos commencèrent à circuler. Disputes en public, sorties titubant de clubs, bagarres en rue. L'alcoolisation de Ronnie s'intensifia. En décembre 2009, il fut arrêté pour violence domestique après une altercation violente au cours de laquelle il saisit Ekaterina par le cou. Il reçut un avertissement sans poursuite, mais le mal était fait. Ivanova le décrivit plus tard comme un possessif, violent et totalement incontrôlable, le surnommant un quin-gobelin maléfique dans une interview de tabloïd restée célèbre. Leur relation se termina aussi chaotique qu'elle avait commencé. Beaucoup pensaient que ce serait la chute finale de Ronnie. Mais en lieu et place, quelque chose changea. Sally Humlins, la rédemption inattendue. En 2012, Ronnie, désormais âgé de 65 ans et fraîchement sobre, épousa discrètement Sally Humlins, productrice de théâtre et entrepreneur dans les arts créatifs, de 31 ans son cadette. Ils se connaissaient depuis longtemps via le milieu artistique, mais ne commencèrent à se fréquenter sérieusement qu'en 2011. Le mariage fut intime, mais rempli de stars, célébré au Dorchester à Londres, avec Paul McCartney et Rod Stewart comme témoins. Secret Stars compte sur votre soutien. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos investigations. En 2016, Sally donna naissance à des jumelles, Alice et Gracie, quelques jours seulement avant le 69e anniversaire de Ronnie. L'événement stupéfia les fans et régala les tabloïds. Mais ce qui surprit le plus fut la transformation de Ronnie. Il devint un père dévoué, souvent photographié en train d'emmener des filles à l'école, de pousser des poussettes ou de lire des histoires du soir. « Je ne faisais pas seulement de la sobriété », confida-t-il dans une interview. « J'en avais envie. Cette fois, je voulais vivre. » Sally décrivit Ronnie comme un homme différent aujourd'hui. Il est affectueux, drôle et posé. C'est un véritable père. Tous deux se sont rapprochés autour de leur amour du théâtre, des arts visuels et d'une vie domestique paisible, à 1000 lieues des tournées sous cocaïne et des scandales d'autrefois. Le Ronnie Wood d'aujourd'hui porte toujours les cicatrices des batailles passées, mais pour la première fois, il ne semble plus fuir. 2017, la découverte terrifiante. En 2017,
1 an après avoir enfin abandonné les cigarettes qui semblaient collées à ses doigts depuis un demi-siècle, Ronnie Wood se rendit à un examen médical de routine avant une tournée. Rien ne paraissait particulièrement inquiétant, mais pour la première fois depuis des années, il accepta que les médecins effectuent un scanner thoracique complet. Ce qu'ils découvrirent n'était pas seulement alarmant, c'était potentiellement mortel. « Il y avait ce truc qui brûlait dans mon poumon », dira plus tard Ronnie, « comme une foutue supernova. » Le diagnostic, un cancer du poumon. Plus précisément, une lésion cancéreuse dans le lobe supérieur du poumon gauche. Elle se développait en silence, probablement depuis des années, dissimulée sous des couches de fumée de tabac et de déni. Lorsque son médecin lui demanda s'il voulait envisager une chimiothérapie, la réponse de Ronnie fut immédiate et sans détour. « Hors de question, mes cheveux n'allaient nulle part. » Mais derrière la bravade, il était terrifié. N'hésitez pas à vous abonner à Secret Stars si vous appréciez cette analyse. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces sujets fascinants. À 70 ans, avec des décennies d'abus de substances inscrites dans l'histoire de son corps, Ronnie savait que cela pouvait être la fin. Ce qui l'ébranla le plus fut la semaine d'attente pour savoir si le cancer s'était propagé à ses ganglions lymphatiques. S'il s'était propagé, admit-il plus tard, c'en aurait été fini. Rideau. Il aurait fallu dire adieu. Sally, son épouse, décrivit cette semaine comme la pire de sa vie. Elle tenta de rester forte, surtout pour leurs jumelles encore bébés, mais le poids de la possibilité de perdre Ronnie si peu de temps après avoir trouvé la paix était insupportable. « Je venais juste de le retrouver, dit-elle, et soudain, je faisais face à l'idée de le perdre. » Heureusement, les examens furent rassurants, aucun signe de métastase. Ronnie fut rapidement opéré lors d'une intervention de 5 heures pour retirer la partie cancéreuse de son poumon. Juste avant l'anesthésie, il regarda le chirurgien et lança « Que la bataille commence ». L'opération fut un succès. À son réveil, le chirurgien lui annonça qu'ils avaient tout retiré, et pour la première fois depuis longtemps, Ronnie ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. 2020, le retour du cauchemar. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec lui. Début 2020, alors que la pandémie de Covid-19 bouleversait le monde, Ronnie fut de nouveau diagnostiqué avec un cancer. Cette fois-ci, une forme plus agressive, le carcinome à petites cellules. Un cancer du poumon à évolution rapide, généralement associé aux fumeurs, connu pour sa brutalité et son pronostic sombre. Ronnie ne le révéla pas immédiatement au public. Il traversa la peur et le traitement en silence, soutenu par Sally et ses enfants. J'avais 2 petites filles à la maison qui pensaient encore que j'étais Superman, alors je ne pouvais pas m'effondrer. Cette fois, le traitement inclut une surveillance intensive et des médicaments, mais toujours pas de chimiothérapie. Ronnie resta ferme dans sa volonté d'affronter la maladie à sa manière, s'appuyant sur une discipline de vie stricte, un mode de vie sain et, selon ses mots, un puissant ange gardien qui m'a maintenu un pas devant les flammes. Miraculeusement, les médecins lui annoncèrent une nouvelle rémission en 2021. Restez connectés en vous abonnant à Secret Stars. Chaque abonné nous donne les moyens de continuer à analyser ces phénomènes fascinants. À partir de là, Ronnie devint un défenseur discret du dépistage du cancer. Il commença à encourager ses fans à se faire examiner, en particulier les hommes de son âge, souvent trop fiers ou trop effrayés. Sérieusement, confia-t-il dans une interview, n'attendez pas la toux, n'attendez pas le sang, faites-vous examiner. Ça m'a sauvé la vie 2 fois. Il se soumet désormais à des contrôles tous les 3 mois au Royal Marsden Hospital de Londres, l'un des centres de lutte contre le cancer les plus réputés au monde. Le même établissement où Mick Jagger avait subi une opération de valve cardiaque et où Charlie Watts avait été traité pour un cancer de la gorge, des années plus tôt. Pour les Rolling Stones, le Marsden est presque devenu un temple protecteur des secondes chances. 8 cures de désintoxication avant de tenir bon. La sobriété pour Ronnie Wood n'a jamais été une décision unique, c'était une guerre d'usure. Il lui a fallu 8 passages en cure de désintoxication avant que quelque chose ne tienne vraiment. La première fois qu'il est entré en centre, il l'a pris à la légère. Dire adieu plus tard, je pensais que c'était un spa sympa. Mais chaque retour fissurait un peu plus l'illusion qu'il pouvait boire ou fumer plus vite que les dégâts qu'il causait. Il a tout essayé, le yoga, la méditation, le tai chi, de longues marches dans la campagne. Un jour, il est même devenu obsédé par la philatélie, convaincu que le tri minutieux et le classement des timbres pourraient l'empêcher de mettre de l'ordre dans sa tête. Ça paraît idiot, mais ça m'empêchait de trembler, a confié au Times. Ça m'évitait de me servir un verre. Le clic n'est pas venu sous la forme d'une révélation spectaculaire. Il est arrivé lentement, lors de sa 8e cure en 2006.
À ce moment-là, son mariage avec Joe s'était effondré, il était éloigné de ses enfants et Keith Richards avait arrêté de répondre à ses appels. Keith a toujours pardonné mon chaos, expliqua Ronnie. Mais quand j'ai commencé à faire plus de mal aux gens autour de moi qu'à moi-même, il est devenu froid. Ça a été un électrochoc. En rétablissement, il s'est plongé dans les 12 étapes, cette fois les prenant au sérieux. Il s'est mis à peindre davantage, à l'huile, au fusain, au pastel. Au début, c'était pour tuer le temps, puis c'est devenu une bouée de sauvetage. Je peins pour faire taire le bruit, dit-il. Avant, je jouais de la musique pour me sentir sain. Maintenant, je peins pour ne pas devenir fou. L'art comme thérapie et seconde carrière. 15 ans de sobriété, 9 ans sans fumer. Aujourd'hui, ses œuvres se vendent de dizaines de milliers de livres. Ses portraits de musiciens, Chuck Berry, Charlie Watts, Bob Dylan, Mick Jagger, ont été exposés dans des galeries de Londres à New York. Certains font même partie de collections permanentes. Mais Ronnie ne se prend pas trop au sérieux. Certains finissent dans la cuisine, rit-il, ou offerts à des potes au pub. Il tourne toujours avec les Rolling Stones, mais le chaos a disparu. En coulisses, il y a désormais des tisanes, des carnets de croquis et des appels vidéo avec ses filles. Lui et Sally mènent une vie plus tranquille dans leur maison de campagne dans le Hertfordshire. Ils jardinent, ils regardent des séries criminelles britanniques. Midsummer Murders est un favori. Il joue de l'harmonique dans la cuisine. Il dessine ses grands-parents pendant qu'ils font la sieste. Et presque tous les soirs, il écrit une seule phrase dans un journal. Une habitude prise en cure, juste pour prouver que j'ai tenu une journée de plus. Je ne croyais jamais atteindre 80 ans, a confié Ronnie récemment. Aujourd'hui, je vise les 80, et mes fils de 6 ans me demandent de dessiner des licornes. La vie n'est pas seulement drôle, elle est absurde, et j'adore ça. Il était l'électron libre du groupe de rock le plus sauvage du monde, celui dont tout le monde pensait qu'il ne dépasserait pas les 40 ans. Mais à 78 ans, Ronnie Wood est encore là, vivant, sobre, en train de peindre, de rire, et enfin de dire la vérité. Pas le mythe, pas la version des tabloïds, mais l'histoire réelle d'un homme qui est tombé lourdement, s'est relevé et a appris à vivre avec le bruit. Ronnie n'a pas fumé depuis 2016. Il est sobre depuis plus de 15 ans. Il médite, peint, accompagne ses filles à l'école et prépare des smoothies verts le matin avec Sally. Et pourtant, il est le premier à dire qu'il ne tient rien pour acquis. J'ai trop souvent dansé avec la mort pour ne pas prendre la musique au sérieux maintenant. Je croyais être invincible. Aujourd'hui, je sais que j'ai eu de la chance. C'est un bien meilleur sentiment. Avant de terminer, assurez-vous d'être abonné à Secret Stars. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines révélations explosives sur les légendes du rock. Parfois, la chose la plus rock qu'un musicien puisse faire est simplement survivre. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le parcours de Ronnie Wood? Pensez-vous que les Rolling Stones auraient duré aussi longtemps sans lui? Dites-le nous dans les commentaires. Mettez un like si vous avez déjà trouvé la paix dans des endroits inconnus, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui vont bien au-delà des projecteurs. À très bientôt pour de nouvelles révélations qui vont vous secouer.